Ok, d'accord. Bien. Merci. Bonjour à tous. Je sais, j'ai vu le programme que la journée a été longue, studieuse et donc un petit peu épuisante et que je suis la dernière barrière avant le bon moment de la journée qui est le cocktail. Donc j'essaierai de ne pas être une barrière trop longue et de m'en tenir à mon temps de parole. Un peu pour répondre à votre invitation, madame, on m'a demandé de faire un tour du monde, non pas en 80 jours, mais en 30 minutes, ce qui est peut-être plus facile de le faire aujourd'hui que le tour du monde en 80 jours, et de dresser un panorama des menaces et de voir un peu le monde dans lequel vos différents métiers doivent faire face aux difficultés. Difficultés, quelque part, que vous avez créées parce que l'aviation, c'est quand même bien le cœur de la globalisation. Si la mondialisation actuelle c'est le raccourcissement du temps et de la distance, l'aviation est certainement le facteur qui a le plus contribué à raccourcir les temps et les distances. Et qu'aujourd'hui, il n'est plus personne n'irait faire ce pari hasardeux qu'il soit impossible de faire le tour du monde en 80 jours, de parier une forte somme d'argent là-dessus et de ne le réussir que parce qu'on est parti du bon côté de la rotation de la Terre et non pas du mauvais côté. Donc l'aviation représente ce progrès majeur de rapprocher les hommes et les femmes, de contracter le temps et l'espace et de faire que ce qui était impossible auparavant l'est désormais. Et en même temps, elle en est aussi la victime et la cible, puisque ça a été l'un des thèmes de vos réunions, c'est le thème de la journée, entre les attentats dans les aéroports, les attentats contre les avions, et on a eu deux exemples très directement liés à la géopolitique entre l'avion de la Malaysian Airlines abattu au-dessus de l'Ukraine et l'avion russe abattu dans le Sinaï lié aux géopolitiques, sans parler effectivement des attentats, notamment Bruxelles et Istanbul, liés également à des événements géopolitiques. Et donc, vous représentez les deux faces, à la fois la mondialisation heureuse et en même temps la victime de cela. Il y a d'ailleurs une particularité qui m'a toujours frappé, mais j'imagine qu'elle vous frappe aussi, c'est qu'on est beaucoup plus sensible aux attentats contre l'aviation qu'ailleurs. Si, par exemple, on devait prendre les mêmes précautions pour prendre le métro que pour prendre l'avion, plus personne ne prendrait le métro. Et je ne vois pas pourquoi les terroristes viseraient plus spécifiquement l'aviation que le métro, peut-être parce que c'est plus spectaculaire, peut-être parce qu'il y a une historicité, mais imaginons un instant que, avant de prendre le métro et le RER, il faille retirer sa ceinture, sortir ses clés, sortir son iPad de sa pochette, retirer sa veste, ça serait l'engorgement. Donc pourquoi les terroristes viseraient plus spécifiquement l'aviation et ne viseraient pas le métro? Quelqu'un qui voudrait mettre une bombe dans un TGV entre Paris et Marseille et qui descendrait à Aix-en-Provence, non seulement ferait un attentat très développé et en plus lui-même serait apte à recommencer puisqu'il aurait été épargné par son propre attentat. Donc on voit qu'il y a une sorte d'irrationalité quelque part par rapport au nombre de morts, mais c'est lié aussi au terrorisme. Il y a un manque d'acceptation, une sensibilité sociale au terrorisme qui n'existe pas sur d'autres facteurs. Aux États-Unis, par exemple, on est très sensible au terrorisme, on l'est beaucoup moins aux meurtres de masse. Et pourtant, les meurtres de masse font plus de victimes que les attentats. Je mets de côté, bien sûr, le 11 septembre 2001, mais avant et après, aux États-Unis, les cervidés font plus de morts que les terroristes sur le territoire américain. Avant 2015, il y avait plus de morts du terrorisme, il y avait plus de morts au passage à niveau en France que du terrorisme. Et pourtant, on a quand même en France, par exemple, 3500 personnes qui meurent par accident de la route. On pourrait parler de criminalité automobile pour certains. Eh bien, on y est moins sensible que les 230 morts tués par des attentats en France, c'est un week-end de la Pentecôte en termes de mortalité automobile. Et pourtant, on y a une sensibilité beaucoup plus forte pour des raisons sur lesquelles je reviendrai. Donc on voit que le terrorisme crée beaucoup plus de sensibilité que tout autre facteur de mortalité, qui pourtant parfois pourrait être également combattu, être également évité, et que l'aviation est beaucoup plus sensible à ces menaces que tout autre mode de transport et que toute autre activité humaine, pour des raisons qui tiennent au fait qu'il n'est peut-être pas naturel de voler et que c'est un exploit de le faire,
et qu'il y a toujours une part un peu de magie également, et du fait que c'est le symbole de la mondialisation. Mais pour tresser à grands traits ce monde est dangereux, mais en même temps, il faut se garder de l'attention première de dire qu'il est plus dangereux qu'hier. Oui, nous avons manqué une étape historique, un moment historique après la chute du mur de Berlin et le démantèlement d'un monde bipolaire pour ne pas créer ce nouvel ordre international qui avait été célébré de partout mais appliqué par personne. Donc oui, le monde est encore dangereux et la réalité, c'est qu'il n'y a pas de communauté internationale. La communauté internationale, c'est un mot valise, on y met ce que l'on veut. Elle n'a pas le même sens pour chacun, et on le voit bien. D'ailleurs, quand on parle de la communauté internationale, c'est généralement pour déplorer son impuissance ou sa faillite, plus que pour célébrer son succès. On va dire que la communauté internationale est incapable d'arrêter les massacres sur Alep, incapable de ramener la paix au Proche-Orient, incapable d'arrêter les tueries au Sud-Soudan, etc., etc. En fait, souvent aussi, dans notre partie du monde, là je pense que toutes les parties du monde sont représentées, mais disons que dans la partie occidentale, ça vient aussi au fait que l'on confond communauté occidentale et communauté internationale. Et que ce n'est pas la même chose, parce que nous n'avons pas la même histoire et les mêmes intérêts. Et que s'il y a une évolution géopolitique majeure, c'est le 11 septembre, contrairement aux idées reçues, n'a pas changé le monde. Si je vais faire une conférence sur l'état du monde, les rapports de force internationaux le 10 septembre 2001 ou le 12 septembre 2001, les rapports de force sont exactement les mêmes. Oui, les États-Unis ont été frappés comme jamais ils ne l'avaient été parce que la guerre, à part la guerre civile, n'avait jamais eu lieu sur leur sol. On avait parlé à l'époque d'un Pearl Harbor terroriste, mais Pearl Harbor, c'est pas le continent américain. C'est pas à New York, c'est pas à Washington. Et donc, ils ont été frappés comme jamais dans leur histoire, ils ne l'avaient été, au moment même où ils se croyaient au-dessus de toute attaque parce que c'était le moment unipolaire, c'était l'hyperpuissance américaine et qu'ils n'avaient plus d'adversaires à leur taille, à leur mesure. Mais pour avoir été durement touchés, ils n'ont pas été affaiblis. Si les États-Unis pèsent moins aujourd'hui qu'il y a 15 ans, c'est dû à d'autres évolutions que l'attaque du 11 septembre. Et la place respective dans le rapport de force international entre la Chine, le Japon, la Russie, l'Europe, le Brésil, etc., etc., n'a en rien été impactée par le 11 septembre. Donc le 11 septembre n'est pas un changement structurel des relations internationales. C'est un événement extrêmement important. Je pense que dans cette salle, y compris ceux qui sont étudiants et donc qui sont d'une autre génération que la mienne, vous avez un souvenir très précis de où vous étiez, comment vous avez réagi en apprenant cette nouvelle sidérante, un état de sidération. Mais les rapports de force, il ne faut pas confondre l'émotion et le changement structurel de relations internationales. Le dernier changement structurel dans l'ordre mondial, c'est la fin du monde bipolaire, qui a régenté les affaires mondiales pendant 40 à 50 ans. Mais on ne se rend pas compte qu'il y a un autre changement structurel plus important encore, qui se déroule silencieusement, parce que les analystes, les responsables politiques aiment bien dater d'un jour, nous on l'a tous appris à l'école, 1515, Marignan, etc., pour les Français ici en tous les cas, mais en fait les changements ils ne sont pas toujours datés. On dit que la fin du monde bipolaire c'est le 9 novembre 89, non. Parce que si le mur de Berlin est tombé, c'est que justement le monde bipolaire était déjà très largement effrité. Avant, les gens qui voulaient passer le mur, ils étaient tués. Donc s'ils ont pu passer, c'est qu'il y avait déjà un changement extrêmement important. Et que la fin du monde bipolaire, elle a couru sur plusieurs années. Mais ce qui se déroule sous nos yeux aujourd'hui, et qui est un changement encore plus significatif que la fin du monde bipolaire, parce qu'il met fin non pas à 50 ans d'histoire, mais à 5 siècles d'histoire. Et que donc il est un défi pour les intelligences, les raisonnements, les conceptions bien plus importants, c'est que nous assistons à la fin du monopole occidental sur la puissance. Les Occidentaux ont dirigé le monde pendant 5 siècles. Ils en ont gardé des habitudes, des conceptions, de penser qu'ils peuvent être les arbitres des élégances et imposer aux autres leur point de vue. Et donc à chaque fois que l'on veut décider quelque chose et que l'on confond, de par ce réflexe, de par ces 5 siècles d'histoire, que l'on confond communauté occidentale et communauté internationale, eh bien nous allons à l'échec. Parce que les Occidentaux ne sont plus aujourd'hui en mesure d'imposer leur volonté au reste du monde. Et que quand ils tentent de le faire, eh bien c'est un échec qui vient effectivement complètement compliquer la gestion internationale. Donc c'est pour cela que nous n'avons que très rarement... On a pu avoir l'espoir ou un exemple positif de communauté internationale, c'est l'an dernier, en décembre, au Bourget. Une année sur deux,
vos conventions alternent entre les questions d'environnement et les questions de sûreté. Oui, effectivement, au Bourget, en décembre dernier, 193 pays ayant des intérêts différents, ayant une relation avec l'énergie, la consommation, la production tout à fait différente, se sont mis d'accord parce que l'enjeu était capital, lutter contre le réchauffement climatique qui est certainement la menace la plus grave pour l'avenir de l'humanité. Et donc, on peut penser qu'on aurait pu aller plus loin, que c'était pas assez ambitieux, mais pour la première fois, il y a eu des mesures contraignantes qui ont été acceptées par 193 États sur leur mode de consommation et leur mode de production de l'énergie. Et c'est donc une grande première, et les bonnes nouvelles sont quand même suffisamment rares dans les questions internationales pour qu'on ne les célèbre pas lorsqu'elles arrivent. Mais sinon, effectivement, il y a toujours des conflits parce que cette communauté internationale ne parvient pas à se mettre d'accord. Et facteur de complexité supplémentaire, c'est que la scène internationale, elle est de plus en plus peuplée, et pas que par des gens qui ont des bonnes intentions. Beaucoup d'entre vous travaillent dans des organisations internationales, donc vous avez pour mission d'essayer d'aider les États à trouver une solution commune. Et donc les organisations internationales jouent un rôle dans l'organisation de la vie internationale qui est extrêmement important. Mais vous devez mettre d'accord de plus en plus de nombre d'États. Les États étaient une cinquantaine lorsque l'ONU a été créée. Ils sont aujourd'hui 193 membres, plus ceux qui frappent à la porte. Et donc c'est bien sûr beaucoup plus compliqué à trouver un accord entre toutes ces personnes. Et puis il y a les ONG. L'un des participants, je crois que c'est M. Leclerc, parlait de la pression médiatique. Les ONG, de par les médias, jouent un rôle important. Il y a des individus qui ont un rôle important. Staline pouvait dire le pape combien de divisions, mais qui peut nier qu'aujourd'hui le pape François ne donne pas de la voix sur la scène internationale, le Dalai Lama également. Et puis il y a les groupes informels, crimes organisés et groupes terroristes, dont bien sûr nul ne pourrait nier qu'ils ont un impact, que leur activité a un impact sur la vie internationale et évidemment sur votre activité professionnelle. Mais néanmoins, il ne faudrait pas tomber dans l'excès inverse de penser que le monde va moins bien. L'âge d'or, souvent, est plus un âge d'or imaginé qu'un âge d'or qui aurait été vécu et qui aurait existé. Bien sûr, il est toujours tentant de dire qu'elle était belle la République sous l'Empire et de penser que c'était mieux avant, mais ce n'est pas le cas. Il y a aujourd'hui moins de conflits qu'il y a 30 ans. Il y en a encore, il y en a trop, mais il y en a moins qu'avant. Les spécialistes des questions stratégiques partagent le nombre des conflits entre les conflits d'ampleur majeure, qui font plus de 1000 morts par an, et les conflits de basse intensité, qui font entre 25 et 1000 morts par an. Il y avait, lorsque la guerre froide, le monde bipolaire a pris fin, une cinquantaine de conflits mineurs. Il y en a moins de 30 aujourd'hui. 30 de trop, mais 20 de moins. Il y avait, dans les années 90, 13 conflits majeurs. Il y en a aujourd'hui, selon les années, 6 ou 7. Bien sûr, il y a le drame syrien. Bien sûr, il y a les événements. Il y a aussi des conflits oubliés parce qu'ils n'ont moins d'impact sur nous, comme le Sud-Soudan, qui est un exemple assez fort, ou la République démocratique du Congo, avec aussi, d'ailleurs, ça vous concerne, certains philosophes ou pseudo-philosophes avaient dit pendant les guerres balkaniques qu'il était insupportable de voir une guerre à 2 heures d'avion de Paris. Je ne pense pas qu'elle soit plus supportable moralement lorsqu'on est à 10 heures d'avion. Il y a peut-être moins d'effets, effectivement, mais on voit bien que le facteur éloignement joue encore dans la perception du conflit, et il faut bien l'admettre qu'on parle beaucoup plus du conflit en Syrie parce qu'il s'est traduit par un flux de réfugiés que l'on a à gérer, et que le conflit du Sud-Soudan, qui ne provoque pas autant de réfugiés, eh bien, suscite moins l'intention que cela. Mais les conflits en Syrie et en Irak, c'est aussi, quelque part, en Irak, en tous les cas, c'est clair, des conflits que nous avons créés, et en Syrie, c'est parce que nous ne parvenons pas à nous mettre d'accord et que la Russie fait un blocage. Si la Russie fait un blocage, c'est aussi parce qu'elle estime avoir été un petit peu bousculée sur l'affaire libyenne et que les Syriens sont aujourd'hui les victimes oubliées, ou disons les victimes indirectes de la guerre d'Irak de 2003, ce qui empêche les Occidentaux de vouloir de nouveau se lancer dans une intervention militaire, et de l'intervention militaire
occidentale en Libye en 2011, ce qui conduit les Russes à bloquer toute tentative de règlement en disant qu'ils s'opposeront désormais à tout changement de régime et que, entre l'impopularité internationale et leurs intérêts nationaux, ils ont choisi leurs intérêts nationaux et ils les défendent avec brutalité à Alep. Mais toujours est-il qu'il y a quand même moins de conflits qu'auparavant. Alors pourquoi cette perception que l'on a qu'il y a plus de conflits? C'est dû effectivement à ce qui a été évoqué dans votre présente table ronde, à la médiatisation. Parce qu'on en parle de plus en plus. Parce que la globalisation fait qu'il n'est plus possible d'ignorer ce qui se passe en dehors de nos frontières. Et que l'aviation, d'un côté, les journalistes se déplacent grâce à l'aviation, et puis les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont complètement changé le rapport à l'extérieur. La notion de frontière n'a plus du tout le même sens aujourd'hui qu'auparavant. Lorsque Gorbatchev est arrivé au pouvoir, l'information des membres du Politburo du Parti communiste de l'Union soviétique était faite par une demi-douzaine de fonctionnaires du ministère soviétique des Affaires étrangères qui triaient les dépêches que les gens les plus puissants du monde pouvaient lire. Et l'information de ces gens, qui quand même avaient un pouvoir de décision extrêmement important, dépendait finalement du bon vouloir d'une demi-douzaine de fonctionnaires qui triaient les dépêches. Aujourd'hui, les multiples canaux d'information font que, mis à part en Corée du Nord, tout le monde sait ce qui se passe en dehors. Et ça commence d'ailleurs à venir en Corée du Nord, parce que le facteur d'ouverture sur l'extérieur de la Corée du Nord, ce sont les soap-opéras et les soap-opéras, notamment sud-coréens, qui sont bien sûr qui plaisent beaucoup au public nord-coréen, qui sont introduits de façon clandestine et qui montrent aux Nord-Coréens qu'ils regardent des films à l'eau de rose, mais en même temps ils voient qu'il y a quand même beaucoup plus de voitures à Séoul qu'à Pyongyang et qu'apparemment la vie est plus agréable, contrairement à ce qu'on leur dit. Ce qui conduit d'ailleurs par ailleurs la police nord-coréenne à intervenir parfois par surprise dans des immeubles, à couper le courant pour bloquer les cassettes dans les magnétoscopes et rétablir le courant pour voir ce que regardaient les gens. Mais donc même en Corée du Nord, je ferme la parenthèse, qui est un pays coupé du reste du monde, il y a quand même quelques nouvelles de l'extérieur qui arrivent, et donc c'est le cas aussi ailleurs. Le côté positif, c'est qu'on a quand même beaucoup plus de sensibilité à la souffrance extérieure. C'est que le côté « je m'en fous, c'est pas chez moi » diminue beaucoup. Les bombardements aériens étaient quelque chose de parfaitement admissible auparavant. Les bombardements aériens ont été faits pendant la Seconde Guerre mondiale. Hiroshima a été vu de façon positive parce que cela accélérait le règlement de la Seconde Guerre mondiale. Et pendant des années, on considérait que bombarder des populations civiles faisait partie des lois de la guerre. Elles ne font plus partie des lois de la guerre et elles sont maintenant dénoncées et répertoriées comme un crime contre l'humanité. Cela n'empêche pas qu'elles se déroulent, cela rend leur survenance plus rare, plus extrême en cas d'extrême nécessité pour celui qui y fait, et cela met beaucoup plus sur la défensive celui qui y recourt. Parce qu'il n'y a pas tout à fait de communauté internationale, mais il y a une opinion mondiale. Et le développement des classes moyennes partout dans le monde a suscité la création de sociétés civiles qui fait que même dans les pays où il n'y a pas de démocratie, les gens réagissent, les gens interfèrent, les gens demandent des comptes à leurs dirigeants et les gens ont une appréciation de ce qui se passe à l'extérieur. La Russie a un comportement indigne à Alep, ça n'émeut pas la population russe parce qu'ils voient les avantages qu'il y a en Ukraine, mais la Russie ne pourra pas durablement faire cela parce que la pression va se refermer. Et peut-être que nous avons eu tort de leur refuser tout sur l'Ukraine parce que, du coup, c'est plus facile pour Poutine de dire de toute façon, on ne nous aime pas et donc, finalement, continuons. On dit beaucoup que la Chine n'est pas une démocratie, c'est réel, mais il y a entre 600 et 700 millions d'internautes en Chine. Donc le rapport des Chinois à l'information n'est en rien celui qui, il y a une ou deux générations, quand certains d'ailleurs des contentateurs de la Chine actuelle étaient eux-mêmes maoïstes, n'avaient que pour seul moyen d'information le quotidien du peuple et le petit livre rouge. Aujourd'hui, il y a 80 000 manifestations par an en Chine, parfois violentes,
de contestation du pouvoir pour les questions d'environnement, pour les questions fiscales parfois, pour les questions d'habitat, etc. Et donc, partout dans le monde, il y a une société civile qui s'est développée, des classes moyennes qui se font entendre et qui s'expriment. Aujourd'hui, en Afrique, le cycle de la prise du pouvoir n'est plus régulé uniquement par le coup d'État militaire. Il y a 30 ans, entre 60 et 90, il n'y a eu qu'un seul changement, alternance politique africaine du fait des élections. Depuis 30 ans, il y en a eu 40. Donc on voit que les choses changent et auparavant, les chefs d'État africains mouraient soit sous les balles de leurs opposants, soit dans leur lit. Eh bien, aujourd'hui, il leur arrive de franchir le seuil du palais présidentiel à pied pour regagner leur demeure et arrêter leur vie politique ou passer dans l'opposition, etc. Et il y avait autant de téléphones dans toute l'Afrique subsaharienne que dans la seule presqu'île de Manhattan en 90. Il y a aujourd'hui 600 millions de téléphones portables sur le continent africain et que là encore, le rapport avec l'information, le rapport avec l'actualité en a été complètement changé. Complètement changé. Et donc, ce qui est la grande révolution, c'est le poids des opinions dans l'élaboration des politiques étrangères. Richelieu avait la vie assez facile parce qu'il n'avait qu'à se consulter lui-même pour faire la politique étrangère de la France. Ce qu'il a fait avec un assez grand succès d'ailleurs, puisqu'il a bien défendu, les Allemands doivent penser l'inverse, mais il n'était pas en charge des intérêts nationaux allemands, il était en charge des intérêts nationaux français. Il a bien défendu l'intérêt national français, il n'avait qu'à en référer à lui-même, même pas au roi d'ailleurs à l'époque. Aujourd'hui, n'importe quel ministre des Affaires étrangères doit sans cesse aller non seulement devant les médias, mais également sur les réseaux sociaux. Tous les ministres ont leur compte Facebook, Twitter, tous les ministères, pour répondre, pour essayer de convaincre à la fois leur propre opinion publique et l'opinion publique internationale du bien fondé de leur politique. On peut toujours avoir une politique impopulaire, mais le coût est plus important. Le coût de faire cavalier seul est plus important qu'il ne l'était il y a une trentaine d'années, parce que l'opinion juge et que le jugement de l'opinion est quelque chose d'extrêmement important au niveau mondial, à la fois en interne au niveau mondial. Parce qu'aujourd'hui, dans la définition de la puissance, l'image est devenue une arme. C'est devenu une arme pour toutes les organismes, sociétés auxquelles vous appartenez. Aujourd'hui, aucun organisme ne peut avoir une mauvaise image et la communication devient une partie de plus en plus importante. On ne peut pas faire une bonne communication sur une mauvaise politique. La communication n'est pas l'alpha et l'oméga d'une politique. On ne peut bien communiquer que sur une bonne pratique, évidemment. Mais en tous les cas, le temps où, et notamment les institutions régaliennes, pouvaient dire « on fait bien notre travail, on remplit notre mission, ce n'est donc pas la peine de le faire savoir parce que notre mission, c'est de faire avancer les choses », ceci est révolu, ceci est terminé. Il faut de plus en plus aller convaincre du bien fondé de ce que l'on fait les autres. Et donc il y a, dans la vie quotidienne de tous les jours, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, un poids de l'opinion qui n'a jamais été aussi fort. De par le développement des chaînes satellitaires, de par le développement des réseaux sociaux, et comme l'a dit Brzezinski, l'un des grands géopolitologues américains, aujourd'hui, l'ensemble de l'humanité est politiquement active. Ce qu'on a appelé les printemps arabes, c'était ça, c'est des pays dans lesquels les États, les gouvernements avaient le monopole de l'information. Ce monopole de l'information que Ben Ali et Moubarak avaient a volé en éclats sous le double effet d'Al Jazeera, des chaînes satellitaires, qui sont tous les grands États maintenant des chaînes internationales d'information, Russia Today, France 24, CCTV pour la Chine, bien sûr les nombreux canaux américains, BBC World, les Allemands, etc. Il y a une compétition pour l'information internationale. Et bien sûr sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a une violation des droits de l'homme, les opposants syriens envoient des images de la répression sur les réseaux sociaux. Et ça apparaît par cela. Et donc on ne peut plus cacher les choses aujourd'hui. Et donc il y a partout, et ça n'était pas propre au monde arabe, si au Burkina Faso, Blaise Compaoré n'a pas pu instaurer son pouvoir et prolonger son mandat, c'est parce que les Burkinabés se sont mobilisés et l'ont empêché. Il y a des cas où les pouvoirs se maintiennent depuis 30 ans et d'autres où ça échoue. Donc je crois qu'il faut voir la tendance longue. Et la tendance longue, il y a en fait un effet biseau entre une sorte quand même d'accalmie sur les relations internationales par rapport à ce qui s'est passé,
On parle parfois de nouvelle guerre froide. C'est faux. La Russie n'est plus, le pacte de Varsovie a disparu. La Russie fait valoir ses intérêts nationaux, mais n'est plus à la tête d'une alliance mondiale menaçant d'une guerre nucléaire le reste de l'Europe et du monde. Mais simplement, l'étape qui a été manquée, c'est qu'on n'est pas passé d'une rivalité idéologique à une entente, et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de rivalité idéologique. La Russie ne veut pas exporter son système, elle préserve son précaré. Et la Chine, on dit qu'il y a parfois une guerre froide ou une sorte de nouveau condominium entre la Chine et les États-Unis. La Chine ne veut pas renverser le modèle américain, comme l'Union soviétique voulait le faire. La Chine veut simplement prendre la première place dans la course à la compétition internationale. Mais le modèle américain lui va très bien, c'est ce qu'elle imite, et simplement, elle joue les règles du jeu, elle veut prendre la première place, et normalement, si rien ne change, elle devrait le faire d'ici une, voire deux au maximum, générations en termes de première économie mondiale. Donc, il n'y a pas plus de conflits qu'auparavant, il y en a moins. Les conflits, globalement, font moins de morts, mais nous y sommes plus sensibles parce que nous sommes plus informés. Cela ne doit pas nous conduire au pessimisme, ça doit nous conduire, c'est quand même mieux qu'il y ait plus de demandes de morale, même s'il faut se méfier entre la fausse et la bonne monnaie en termes de morale. La morale, c'est toujours la morale des autres, comme disait Léo Ferré, donc il faut se méfier un peu de... Tout le monde invoque la morale, mais tout le monde en a une définition un peu différente, mais ces pressions des opinions sont quand même plutôt quelque chose de positif. Et un mot sur le terrorisme qui fait partie de vos préoccupations quotidiennes, bien sûr. Je pense que sur ce sujet, on devrait agir comme on le fait, mais moins en parler. Alors, vous me dire, je dis exactement l'inverse, mais là, on est en petit comité, donc c'est pour cela. J'ai été extrêmement frappé, lors de la prise d'otage de l'hypercachère, que Koulibaly, avant, quelqu'un qui prenait des gens en otage, il demandait à parler au préfet, s'il était ambitieux au ministre de l'Intérieur, s'il était mégalo au président de la République. Koulibaly a dit « Passez-moi BFM TV ». Et les frères Kouachi, qui ont commis la tuerie à Charlie Hebdo, ont laissé leur carte d'identité dans la voiture. On a dit, vous voyez que c'est un complot. C'est donc forcément les services secrets qui ont fait ça. Mais non, ils voulaient qu'on parle d'eux. Ils voulaient accéder à la gloire. On peut vraiment se demander si celui qui a commis l'attentat à Nice le 14 juillet, dont le mode de vie ne me paraissait pas d'un intégrisme musulman tout à fait dans la norme, si simplement il n'a pas voulu faire parler de lui et tout son entourage le traduise comme un mégalo. Je pense sincèrement que ce type-là, il y a 2 ans, se serait suicidé, tout simplement, et qu'il y a plus en plus de gens dont la vie n'a pas de sens et qui veulent donner un sens à leur mort, et qu'à en parler trop, d'une part, on grossit la menace. Je veux dire, Daesh n'est pas le nazisme. Daesh veut bien sûr attenter à notre mode de vie, attenter à nos sociétés et à nos libertés, mais il n'en a pas les moyens. On ne peut pas comparer la menace qu'était le nazisme, ou même si je ne compare pas le nazisme et le communisme, la menace qu'était l'Union soviétique, à Daesh. Et Barack Obama, dans son dernier discours sur l'état de l'Union en janvier de cette année, avait raison de dire que ce n'est pas quelques gars sur un pick-up qui représentent une menace existentielle, sauf si nous tombons dans le piège qui nous est tendu, et que nous sommes obsédés par eux, que nous n'arrêtons pas d'en parler, et que nous en faisons une menace qui va impacter nos modes de vie, nos résistances. Donc là-dessus, par rapport au terrorisme, il faut, et vous le faites dans vos différentes fonctions, être très attentif, limiter au maximum les risques, sachant que le risque zéro n'existe pas, et qu'on accepte très bien, les gens prennent leur voiture en sachant que le risque zéro n'existe pas. Il faut qu'avec le terrorisme, on dise qu'on fait le maximum pour l'éviter, comme on fait le maximum pour éviter un accident de voiture, mais que le risque zéro n'existe pas. Moi, j'habite à 400 mètres de la Belle Équipe, ce bar qui a été visé le 13 novembre. Je bosse à 1 kilomètre du Bataclan, mais j'ai plus peur pour mes enfants quand ils partent en week-end en voiture que s'ils vont boire un coup dans le quartier. Et donc, il faut peut-être toujours agir, parce que bien sûr, il faut agir contre cette menace, mais peut-être moins être prisonnier psychologiquement de la menace terroriste qui vient finalement rendre service, parce que plus on en parle, plus on donne de l'importance à nos ennemis, et plus on facilite le recrutement et leur financement. Parce qu'ils peuvent dire, vous voyez, nous sommes sur un rang égal que les pays de l'OTAN, que ces pays, etc. Et donc ça va impacter très négativement des esprits fragiles qui du coup pourront être plus facilement tentés par le recrutement. Donc oui, nous vivons dans un monde dangereux, mais un monde qui est au final moins dangereux qu'il y a 20 ou 30 ans. Mais ce n'est pas un monde sans danger, évidemment. Il faut donc être vigilant, ne pas céder à la panique,
parce que la panique n'est pas bonne conseillère et que la vigilance doit être celle de tous les instants. C'est ce que vous faites dans vos fonctions respectives pour tous d'entre vous. Je vous remercie.